Avant donc d'évoquer l'ordre du jour, quelques petits points d'actualité. Tout d'abord, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, la région avait fédéré les universités, les grandes écoles et les entreprises de Normandie pour porter une candidature auprès de l'État dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir visant à augmenter l'offre de formation de techniciens et d'ingénieurs au titre de la reconstruction de la filière électronucléaire française. 3 ministres sont venus il y a quelques jours à Caen pour annoncer que notre dossier baptisé 3NC, Normandie nucléaire, nouvelles compétences, était lauréat. Nous avons obtenu de l'État 42 millions d'euros qui seront alloués à l'enseignement supérieur et aux établissements et aux lycées de Normandie, auxquels s'ajoutent 20 millions d'euros mobilisés par la région et les entreprises, ce qui va nous permettre d'augmenter, chère Julie, la formation de 6 000 jeunes dans la filière électronucléaire, qui, je vous le rappelle, a prévu de recruter 100 000 personnes dans les 10 prochaines années. Très concrètement, ce programme sera mis en œuvre en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire par une équipe recrutée par la région, ce qui va nous permettre, pour prendre un seul exemple, d'augmenter la formation de 30 à 40%, d'augmenter les formations d'ingénieurs de 30 à 40%. Grâce au travail mené conjointement avec l'Académie, cette AMI permettra aussi d'accroître de façon très substantielle les formations dans les lycées, notamment les lycées professionnels. Une première réunion a eu lieu la semaine dernière autour de la maquette financière et de l'accord de consortium. Nous espérons boucler au début de l'automne la totalité du dossier afin que les financements soient mobilisés et que les formations puissent démarrer dès la rentrée prochaine. Au bout du compte, ces 60 millions d'euros vont permettre de renforcer très significativement l'enseignement supérieur normand. C'est un bond en avant considérable avec la possibilité de nous affirmer comme étant l'un des pivots européens sur nombre de spécialités, puisque l'idée est de créer un réseau d'universités autour de ces spécialités. Par ailleurs, parmi les bonnes nouvelles de l'enseignement supérieur, j'avais souhaité que l'Université de Caen se positionne sur les formations autour de la cybersécurité depuis la constitution du campus cyber en 2021 avec, à la suite de l'accord avec l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Ces 5 millions d'euros qui viennent d'être accordés à la fac de Caen pour développer ces formations qui concerneront 2000 étudiants. Et nous attendons dans les jours à venir les résultats sur l'appel à projet Excellence. J'espère vivement que pour la première fois, une de nos universités sera lauréate sur ces grands concours nationaux que nous avons jusqu'alors toujours ratés, puisque le plan campus, nous n'avions même pas été candidats, c'était sous Nicolas Sarkozy, et que les IDEX et ICIT sous François Hollande, les universités normandes, avaient raté le coche. Je voudrais revenir quelques instants sur notre candidature à l'AMI sur les formations nucléaires pour saluer, entendez-le bien, la capacité d'écoute que nous avons pu avoir de la part du gouvernement. Tout arrive, dit Guy Lefranc, mais en l'espace de 6 mois, après un premier rendez-vous avec la ministre de l'Enseignement supérieur et un travail avec Bruno Bonnel, qui est le SGPI, nous avons réussi à bâtir ce programme et obtenir sa validation. Cette réactivité de l'État est suffisamment rare pour être remarquée et il me paraissait important de le souligner dans la droite ligne de mes propos toujours objectifs sur l'exécutif, comme vous le savez. Par ailleurs, l'annonce du gouvernement relative à ce programme a été... Mais rassurez-vous, je ne suis pas décidé d'aller dans la majorité, hein, je vous rassure. Hein. Mais je le dis parce que je trouve que à partir du moment où on a commencé le travail avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs et les universités de Normandie, je suis allé voir la ministre de l'Enseignement supérieur, on a pris rendez-vous avec Bruno Bonnel, ses équipes ont bossé avec nous. 4 mois plus tard, on avait le feu vert, c'est-à-dire que dès décembre, on savait qu'on allait obtenir une enveloppe extrêmement significative. C'est quand même assez rare dans le modèle de fonctionnement de l'État.
Alors, à cette bonne annonce, une autre annonce est arrivée avec les 40 millions d'euros qui ont été accordés au GANIL pour sa modernisation. Et donc, on peut dire que sur la formation et la recherche, dans le domaine nucléaire, l'État a choisi la Normandie. Je rappelle que la construction de l'EPR2 à Penly, c'est au moins 15 milliards d'investissements, c'est 8 000 créations d'emplois. En clair, dans un contexte où les perspectives de développement de la filière sont à nouveau très positives en France, mais aussi à l'étranger, avec la relance d'un certain nombre de programmes nucléaires dans de très nombreux pays, il s'agit d'une chance unique pour la Normandie de devenir, pour les décennies à venir, la région référence en matière de formation dans ce domaine. Et au-delà du champ de la formation, nous avons la capacité, à travers ce programme, de remplir les carnets de commandes de notre industrie, qui sera associé au programme de Penly pour les décennies à venir, et qui pourra être aussi associé sur les programmes à venir en France et à l'étranger. Je rappelle par ailleurs que le développement de cette filière dans notre région, associé à celui de l'éolien offshore, ou encore de l'hydrolien si l'État l'intègre dans la future loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, nous permettra de devenir une ou la grande région française en matière de production d'énergie électrique décarbonée. Je rappelle qu'il est prévu une augmentation considérable de l'électricité dans le mix énergétique français et que nous représenterons, avec une augmentation du mix énergétique faisant à peu près une augmentation de la production électrique de 50%, nous représenterons 20% de la production d'électricité nationale décarbonée. Cela nous positionne par ailleurs comme une terre unique pour l'accueil de grands projets industriels. Quand vous discutez avec le patron d'Eastman, avec le patron de Futero, quand vous discutez avec FIV, leur implantation industrielle est à chaque fois conditionnée à l'accès à de l'énergie décarbonée, à l'accès à un environnement industriel avec un large éventail de sous-traitants et à l'accès aux ports et aux fleuves. Dans une région qui a été durement frappée par la désindustrialisation durant 20 ou 30 ans, toutes ces projections peuvent nous donner beaucoup d'espoir pour les décennies qui viennent. À travers ce chantier majeur que représente le PR2 de Penly, ce sont des pans entiers de l'écosystème régional qui s'apprêtent à être consolidés et qui vont puissamment se développer. J'en profite, puisque je vois Jean-Baptiste, pour faire une parenthèse et me réjouir de l'étape décisive qui vient d'être franchie dans le projet de construction de la Chatière au Havre, puisque le préfet de région a signé jeudi dernier l'arrêté autorisant le début des travaux, marquant ainsi la fin de très longues procédures préalables. Ce projet, je le rappelle, porté par la majorité régionale dès 2016, avec l'appui des grands industriels qui en faisaient un élément majeur pour des décisions d'investissement, contre l'avis du directeur du port du Havre qui ne voulait pas en entendre parler, va enfin voir le jour. Je rappelle qu'il était promis par l'État depuis Port 2000, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Nous l'avons voulu, nous le financerons en quasi-totalité avec le soutien de l'Europe qui nous subventionnera à hauteur de 20%. Je rappelle que cette connexion, en quelque sorte, entre le port maritime et le fleuve permettra d'augmenter de façon très significative le trafic fluvial, d'accroître le report modal de la route vers le fleuve, et les études estiment globalement que cela permettra une réduction de 20 400 tonnes de gaz à effet de serre par an lorsque la Chatière sera opérationnelle. Il s'agit là encore d'un investissement majeur, car l'accès au fret fluvial, c'est aussi un facteur clé pour l'implantation et le développement industriel. Après ces quelques mots sur l'actualité régionale, j'aurais pu vous parler aussi du comportement au moins curieux du ministère de la Culture sur la lettre de Charlotte Corday, mais je voudrais revenir sur plusieurs sujets majeurs dans l'ordre du jour. D'abord sur le budget, que nous examinerons avec Virginie Carollo et Serge Tougar. Vous aurez la confirmation de l'excellente santé financière de la région. Tous les piliers de notre stratégie financière sont respectés, comme le montre le compte financier 2022. Les dépenses de fonctionnement d'1,250 milliard d'euros sont maîtrisées. Elles ont progressé de
2,5% en 2022, c'est-à-dire 2 fois moins vite que l'inflation, et près de 80% d'entre elles, ce sont des dépenses d'intervention, donc des dépenses au service des normands. Grâce à cette maîtrise des dépenses et l'accroissement des recettes, nous dégagerons une épargne brute record de 322 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2021. Il s'agit de l'épargne brute la plus haute jamais enregistrée depuis 2016, avec un montant réel de dépenses d'investissement de 562 millions d'euros et une capacité de désendettement de moins de 2 ans. Loin donc du plafond des 6 ans que nous nous étions fixés en début de mandat. Avec simplement 655 millions d'euros d'encours de dette, soit une dette par habitant de 197 euros, quand la moyenne des régions françaises est à 454 euros, la Normandie reste toujours, et de très loin, la région la moins endettée de France, tout en investissant le plus par habitant. Je rappelle que nous investissons 50% de plus que la deuxième région française qui est Aura. Enfin, le taux global de réalisation du budget s'élève à un niveau très élevé, 95% en fonctionnement, 85% en investissement. Ces taux ont été un peu atteints, en effet, par la cyberattaque qui nous a empêchés de faire un certain nombre de mandatements en fin d'année. Et je veux vraiment remercier l'ensemble des équipes de la région, notamment de la direction des finances, qui ont su faire un boulot remarquable dans des conditions assez périlleuses. Je voudrais aussi saluer la bienvenue aux membres du Conseil régional des jeunes, présents en nombre ce matin, pour participer à nos débats et tout particulièrement à ce qui les concerne directement, l'adoption de leur proposition d'action qui vient parachever 2 années de travail et de réflexion. Ces actions porteront, vous le verrez, sur l'accès aux pratiques artistiques, la sensibilisation aux gestes en faveur de la transition écologique et l'accompagnement des lycéens dans leur nouvelle vie d'étudiants. Ils les défendront eux-mêmes à la tribune. Je suis sûr que vous leur réserverez un bel accueil. Et c'est l'occasion d'indiquer que les 2 actions qui ont été adoptées sous la mandature précédente rencontrent un vrai succès et que les dizaines d'avis émis par les membres du CRJ depuis sa création nous ont permis d'adapter les politiques régionales sur des sujets qui les touchent plus directement. Je veux donc redire ici devant eux que la région Normandie est fière d'avoir créé ce formidable outil en matière d'engagement et d'éducation à la citoyenneté, et je vous signale que la phase de candidature pour le 3e mandat, qui débutera le 1er septembre, est en cours. Elle s'achève vendredi, et nous avons d'ores et déjà plus de 200 jeunes qui sont candidats. Nous aurons par ailleurs l'occasion aujourd'hui de débattre d'une nouvelle politique régionale en faveur du patrimoine, engagement pris par la majorité régionale devant les Normands en 2021. Grâce à cette nouvelle politique, la région sera désormais en mesure d'apporter une réponse à des demandes de restauration sur tout type de patrimoine, dès lors qu'elle respecte quelques critères forts. Je pense au fait notamment que cette restauration repose sur un projet ambitieux d'ouverture au public, ou encore qu'elle intègre la question de la rénovation énergétique et plus largement des usages contemporains du patrimoine. Nous pourrons ainsi soutenir des projets de diagnostic, de restauration, de valorisation relatifs au patrimoine protégé, mais aussi surtout au patrimoine non protégé, porté par des bénéficiaires publics ou privés, avec désormais une ouverture au patrimoine religieux. Je profite pour dire que, comme nous y veillons dans chacune de nos politiques en faveur du patrimoine, un effort particulier sera porté pour les territoires ruraux et en particulier les petites communes qui, comme chacun le sait, rencontrent désormais d'énormes difficultés pour l'entretien, notamment de leurs églises. Afin de concevoir cette nouvelle politique, un intense travail de consultation et de concertation a été mené sous la houlette d'Édouard de Lamaze, que je tiens ici à remercier tout particulièrement et chaleureusement. Ce travail a débuté, enfin il y a pire que d'aller visiter des châteaux, des abbayes, des manoirs et des églises, mais ce travail a débuté par l'organisation d'assises régionales en mars 2022 que nous avions bâti avec Patrick Gaumont et qui ont constitué non seulement un événement majeur en matière de fédération des acteurs, mais qui surtout ont posé les termes du diagnostic. Ça s'est poursuivi par la visite par Édouard d'une 60aine de lieux patrimoniaux, la constitution de groupes de travail au cours de ces derniers mois et d'un dialogue
bien entendu, avec la DRAC. Cette politique ambitieuse prend donc en compte les attentes des acteurs normands et permet à notre collectivité d'être au rendez-vous sur un secteur clé de notre identité et de notre attractivité. Enfin, et pour nous aider dans la mise en œuvre de ces nouveaux axes d'intervention, nous nous appuierons sur les têtes de réseau spécialisées dans ce domaine. Je pense en particulier à la Fondation du patrimoine pour qui nous doublerons la subvention annuelle. Nous consacrerons donc environ un peu moins de 6 millions d'euros chaque année pour la mise en œuvre de cette politique. Enfin, et pour conclure ce propos liminaire, je voudrais dire quelques mots sur le CPER 2023-2027, qui est une nouvelle fois à l'ordre du jour de notre plénière. Après l'adoption du protocole en octobre, il s'agit cette fois d'adopter le projet de contrat dans sa version définitive, qui sera signé avant la fin de l'année, après la consultation de l'autorité environnementale. Le projet qui vous est soumis ne contient qu'une seule évolution par rapport au protocole voté en décembre dernier, mais il s'agit d'une évolution extrêmement significative. L'engagement de la région, de la communauté urbaine du Havre et de l'État sur la création du campus IUT ENSAM au Havre, pour laquelle la région a bataillé et s'est engagée finalement à hauteur de 15 millions d'euros supplémentaires. Nous étions, comme vous le savez, extrêmement déçus de la faiblesse de l'engagement de l'État sur le volet de l'enseignement supérieur. Nous avons en partie été entendus et je m'en réjouis, et je me réjouis également à l'idée que la Normandie accueille une des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses de France. Je signale que si nous accueillons 3 nouvelles écoles d'ingénieurs, c'est parce que nous avons entrepris un démarchage systématique de l'enseignement supérieur français, l'ICEN INCREA à Caen, l'ECAM à Cherbourg, l'ENSAM au Havre. Ce sont 3 projets que nous avons portés et qui ensuite ont trouvé des terres d'accueil avec lesquelles nous avons pu bâtir des propositions sérieuses d'implantation. Si vous ajoutez, avec le soutien de la métropole de Rouen, l'arrivée de la Cato de Paris et la première école vétérinaire privée à Rouen, ce sont donc 5 nouvelles implantations en Normandie en quelques années. Et Dieu sait que nous en avons besoin, tant nos indicateurs sont mauvais en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Nous avons fait un pas en avant, même si je suis obligé de constater que le CPER n'est plus vraiment ce qu'il était. Si l'on enlève les crédits recyclés ou déjà engagés par l'État, le total des nouveaux crédits mobilisables, entendez bien, sur l'intégralité de ce contrat, c'est à peine 90 millions d'euros. C'est donc très faible. Et si on veut bien comparer par exemple aux 72 millions d'euros, cher Guy Lefranc, que nous mettons chaque année sur les contrats de territoire, ou si on veut bien les comparer aux 200 millions d'euros que nous mettons sur les sujets de santé, on voit bien qu'on fait encore grand cas du CPER pour en vérité des volumes financiers extrêmement faibles. Pour terminer sur ce sujet du CPER, je vous rappelle que le volet infrastructure et mobilité a été sorti du contrat. Néanmoins, les mandats de négociation des volets infrastructures du CPER et CPER ont été enfin transmis par le gouvernement au préfet de région voici une dizaine de jours. Comme j'ai pu l'indiquer au préfet avec qui j'ai eu un premier échange sur le sujet la semaine dernière, la région sera attentive à un ensemble de sujets, mais aussi au devenir du chantier du contournement est de Rouen. Celui-ci ne figure pas dans le mandat, mais il sera l'occasion de rappeler qu'il s'agit d'un projet attendu par 85% des Rouennais, selon un sondage réalisé l'année dernière, et que la Normandie l'attend depuis un demi-siècle, et donc il est temps de passer à la phase de réalisation. Tels sont les éléments, chers collègues, que je voulais partager avec vous en préambule. Je vous remercie.